Reportage, analyse, entretien, débat au 7info. Nous passons l'actualité au peigne fin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Mais ce soir, nous recevons Lionel Bilgo avec lui. Nous allons commenter l'actualité, bien sûr, mais surtout, nous allons parler de ce livre, Burkina Faso, du rêve à l'action, Créons demain, un livre de 104 pages qui revient sur la période de Thomas Sankara, sur les responsabilités de la jeunesse dans la gestion du Burkina Faso avec en toile de fond le passage du flambeau de l'ancienne génération à la nouvelle génération, comme il le dit. Il va nous expliquer tout à l'heure, il parle aussi du diagnostic de l'école burkinabé, de l'économie burkinabé, de la situation nationale et il propose quelques pistes de solutions pour permettre au Burkina Faso de repartir encore de bon pied. Lionel Bilgo, Burkina Faso du rêve à l'action. Lionel Bilgo, bonsoir. Bonsoir Hervé. Alors avant de parler de ce livre, vous savez que le 7info, c'est aussi l'actualité hebdomadaire. Retour sur l'actu. L'actualité de la semaine a été marquée, vous le savez, par ce cas suspect de coronavirus au Burkina Faso. Un ressortissant chinois qui a été interné puis confiné au CHU Tengango depuis ce 5 février. L'information a été confirmée par la représentation de l'Organisation mondiale de la santé au Burkina. Eh bien, quant au gouvernement burkinabé, quand on pose la question au ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, voici ce qu'il répond. En ce qui concerne un cas suspect, il faut qu'une réaction très pondérée dans cette situation-là. Il y a peut-être des situations que le ministère de la Santé gère, mais il ne s'agit pas de créer la panique par-ci, par-là. Et lorsque le ministère de la Santé verra que s'il y a un cas qui est suspect, ils vont communiquer là-dessus. Vous avez des sources certainement bien introduites. Et il faut faire donc attention à ne pas relayer des informations qui peuvent être des éléments de panique dans la population, alors que pour l'instant, ceux qui sont en charge de la question, il y a des réunions qui sont tenues, et à ce titre-là même, le service d'information du gouvernement y participe, entre l'OMS et le ministère de la Santé, pour faire des évaluations, et à un moment opportun, s'il y a nécessité de faire un message, ils le feront. Une réponse de ni oui ni non, une situation de confusion qui appelle à se poser des questions sur l'efficacité même du dispositif de surveillance sanitaire mis en place à l'aéroport de Ouagadougou. C'est ce que nous dit cet élément que je vous propose de suivre. Aéroport international de Ouagadougou, le 27 janvier dernier. La presse est convoquée pour constater le dispositif de surveillance sanitaire mis en place par le ministère de la Santé pour prévenir toute contagion du coronavirus. La panoplie est là. Le gel hydroalcoolique pour se désinfecter les mains, les caméras thermiques pour identifier les fortes températures suspectes et même l'ambulance présente 24 heures sur 24, plus une équipe de mise en quarantaine toujours mobilisée. On le voit, le gouvernement prend les dispositions nécessaires pour prévenir autant que possible l'entrée du coronavirus sur le territoire burkinabé. Toutefois, il demeure des interrogations sur l'efficacité du dispositif. Les questions sont les suivantes. Les passagers en provenance spécifiquement de la Chine sont-ils clairement identifiés? Quelles dispositions particulières sont prises à leur entrée sur le territoire burkinabé? Sont-ils confinés ou pas? En attendant que les 14 jours qu'il faut pour détecter la maladie au début de l'infection soient épuisés. Des questions qui restent sans réponse pour l'instant. Dans certains pays africains déjà, comme le Sénégal ou le Congo, les voyages à destination de la Chine ont été même annulés. La rumeur du cas suspect de coronavirus qui a fait le tour des réseaux sociaux ce 6 janvier amènera-t-elle le gouvernement à élever le niveau de surveillance? Voilà, alors Lionel Bilgo, on vient de suivre ces deux éléments. C'est quand même extraordinaire que jusqu'aujourd'hui, aucune autorité officielle du Burkina ne s'est prononcée sur l'existence d'un cas suspect ou pas au Burkina Faso, un cas suspect de coronavirus. Oui, je crois que moi je suis tout à fait en phase avec le ministre Rémy Dandjinou. Il confirme le cas suspect, mais en fait il dit tout simplement qu'il ne faut pas céder à la panique et surtout il modère sa prise de parole pour ne pas laisser paraître une psychose quelconque. Parce que dans ce genre de cas, effectivement, la psychose, la peur peuvent
entraîner d'autres conséquences plus dramatiques que le coronavirus lui-même. Et il faut retenir que c'est un cas suspect et qu'il paraît qu'on attend les résultats le lundi, et le lundi, on saura si ce cas suspect est finalement un malade ou non. Et s'il est un malade, effectivement, ça pose beaucoup de problèmes. Qui sont ceux qui ont été en contact avec lui? Où est-ce qu'il est passé? Quel a été son circuit? Et à partir de ce moment-là, je crois que nous sommes totalement exposés. J'ai dit totalement parce que nous sommes déjà exposés. Le monde est un gros village. Ce qui se passe en Chine impacte le Burkina forcément. Mais là, sur l'élément que nous venons d'entendre, le ministre de la Communication ne dit pas clairement aux Burkinabés que oui, il existe un cas suspect de coronavirus au Burkina. C'est ce qui étonne parfois les populations. Et pourquoi ne pas être clair avec les populations qu'il existe un cas suspect qui n'est pour le moment pas confirmé? On apprend la confirmation de ces cas suspects avec la représentation de l'Organisation mondiale de la santé au Burkina. Mais je crois que le ministre de la Communication a voulu être rassurant. Il a voulu justement être pondéré dans ses propositions, dans sa prise de parole. Et il laisse l'entière responsabilité, il le dit dans cet élément, au ministère de la Santé, qui, après examen, après analyse de la situation, pourrait donner davantage d'informations sur ce cas précis. Effectivement, vous savez, parfois, la lenteur sur l'information crée dans la désinformation. Je crois aussi que c'est à la responsabilité du gouvernement, surtout du service de communication, d'être plus proactif dans la diffusion de l'information. Et l'OMS également, est-ce que dans ces genres de cas-là, n'aurait pas pu ou dû prendre attache avec justement le ministère de la Communication ou avec les services sanitaires pour que l'information provienne peut-être de nos instances que d'elles-mêmes? En ce qui concerne les mesures à prendre, on a appris depuis hier ou avant-hier que le Gabon a interdit complètement tout passager en provenance de la Chine d'entrer sur son territoire. Est-ce que de telles mesures pourraient être prises au Burkina Faso ou bien devraient être prises pour le cas du Burkina Faso? Moi, je crois que chaque pays fait une estimation de son exposition à cette pandémie-là. Mais je pense également que c'est plus prudent, en tout cas, d'isoler le centre névralgique de ce phénomène, comme l'a fait le Gabon. Et il n'y a pas que le Gabon. Plusieurs autres pays ont pris cette décision, qui est une décision, de mon point de vue, malheureuse par rapport aux accords diplomatiques ou en tout cas aux relations entre la Chine et les pays. Mais c'est une décision qui prime en fait sur le désir de protection des populations que nous gouvernons. Et je pense très sincèrement que quelles que soient les mesures que nous prendrons pour une pandémie pareille, ça sera toujours insuffisant. Et maintenant, il faut juste espérer que les scientifiques trouveront les médicaments qui pourront permettre justement de venir à bout de cette maladie-là. C'est la seule possibilité, parce que pour moi, Hervé Dapa, le monde est un gros village. C'est un gros village et tout ce qui se passe partout ailleurs touche n'importe quel kidam partout dans le monde. Et à partir de ce moment, ça nous appelle, ça nous interpelle à la responsabilité de chacun. Il ne faut pas seulement dire qu'on est en Chine, donc on fait ce qu'on veut, ou qu'on est aux États-Unis, on fait ce qu'on veut. L'humanité doit être responsabilisée par rapport à tout ce qu'il pourrait faire pour mettre le reste du monde en danger. Voilà, vous le disiez, on attend donc les résultats peut-être demain, les prélèvements ont été faits, ils ont été envoyés dans des laboratoires à Bobo-Dioulasso et puis à Dakar. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur le cas suspect du coronavirus au Burkina Faso. Nous allons parler de politique maintenant. Les élections générales auront lieu le 22 novembre prochain. La date a été fixée, l'information a été donnée au terme du Conseil des ministres du 5 février dernier. Le dimanche 22 novembre, c'est la date choisie par le gouvernement pour la tenue des prochaines élections législatives et présidentielles. Les décrets pris en Conseil des ministres de ce 5 février se réfèrent à certaines dispositions de la Constitution. L'article 40 de la Constitution précise que les élections présidentielles devraient avoir lieu au moins 21 jours avant l'expiration du mandat du président, ou au plus 40 jours donc, avant l'expiration du mandat présidentiel. Et si nous prenons en compte que le président a prêté serment le 29 décembre 2015 et en application donc, de l'ensemble de ces dispositions, notamment les dispositions de l'article 40, et il nous reste pratiquement une fourchette allant du 18 novembre au 29 décembre pour la fixation de la date présidentielle.
Alors, le Conseil a opté pour la date du 22 en tenant compte des délais de recours, etc., pour que nous puissions arriver à bon port, avoir une proclamation définitive des résultats pour que le président du Faso élu puisse effectivement rentrer en fonction. Et deuxièmement, pour ce qui concerne les députés, c'est la même chose. Vous savez que les députés ont validé leur mandat le 30 décembre. Avec l'adoption de ces décrets, le gouvernement précise également les circonscriptions électorales pour ce qui concerne les élections législatives. Nous avons la liste nationale composée de 16 députés et nous avons la liste au niveau des provinces composée de 111 députés pour un total donc de 127 députés donc au niveau de l'Assemblée nationale. Les listes électorales qui seront dressées par la Commission électorale nationale indépendante CENI compteront aussi bien pour les élections couplées de 2020 que pour les élections municipales de 2021. Alors, parce que l'article 50 est clair en ce qui concerne cet aspect et qui précise que nous devons travailler à ce que l'une élection qui ne dépasse pas 6 mois après les élections générales, donc on ne fait pas la révision donc, de la liste électorale. Ça veut dire que les jeunes qui n'ont pas encore l'âge de voter peuvent et qui auront l'âge de voter en 2021 devraient pouvoir s'inscrire sur la liste électorale parce que donc c'est également leur droit. Le Conseil des ministres de ce 5 février a aussi adopté le décret portant statut des volontaires pour la défense de la patrie. Voilà, 22 novembre prochain donc, pour les élections couplées présidentielles et législatives, Lionel Burgo, on constate que là, le gouvernement fixe un cap. Non seulement le gouvernement fixe un cap, mais également le président du Faso maintient sa posture et sa position. Lors de ses vœux de fin d'année, vous avez vu cette interview accordée aux journalistes où la question du ira-t-on ou n'ira-t-on pas à ces élections était posée clairement. Là, c'est une confirmation de sa volonté et de la décision du gouvernement d'acter ces élections présidentielles. Et donc, cette question était assez psychotique. Je pense maintenant que tout est assez clair, sauf cas de force majeure, bien entendu, que les partis politiques et d'opposition et de la majorité savent maintenant quelle est la date exacte de ces élections et pourront, à ce moment-là, en tout cas, à partir de là, prendre leurs responsabilités pour aller à la conquête des voix. Voilà, élections présidentielles auxquelles prendront part plusieurs candidats, des candidats d'âge différents, certains plus âgés que d'autres. Et là, on rentre en plein pied dans votre livre, Lionel Burgo, vous avez écrit Burkina Faso, du rêve à l'action, créant demain avec, comme je vous le disais, en lame de fond, cette assertion qu'il faut passer le relais, pour ne pas dire le flambeau, à la nouvelle génération. Nous allons entrer dans les fonds du débat tout à l'heure, mais je voudrais dire que ce livre a été dédicacé, présenté le 7 février dernier au cours d'une cérémonie exceptionnelle, extraordinaire. C'était du jamais vu. C'est la première fois qu'un livre est présenté en direct à la télévision sous ce format-là. Pourquoi avez-vous voulu créer ça autour de ce livre ? C'est du rêve à l'action, si vous voulez. C'est un rêve que j'ai porté, c'est un rêve également que beaucoup de personnes ont porté, notamment la direction de cette télévision, la direction de Tru TV, toutes ces personnes qui ont travaillé autour de ça. C'est un rêve également que vous avez porté, que Loukman Sanfo a porté, que Rogatien a porté, que Moudjibad Koucho Daouda a porté, que Odile Sankara a porté. En fait, en réalité, c'est du rêve à l'action. On a décidé tout simplement de présenter un livre différemment. On a voulu justement que cette présentation porte l'imaginaire, et de l'imaginaire, nous avons opérationnalisé cet imaginaire en le transformant à ce qu'on a pu voir. Comme Thomas Sankara voulait transformer tout ce qu'il imaginait pour un Burkina Faso grand, je parle de Thomas Sankara parce que vous parlez beaucoup de lui dans ce livre. Dès les premières pages, vous dites que la jeunesse burkinabé manque de référent pour vous aujourd'hui. Le référent de la jeunesse burkinabé, c'est forcément Thomas Sankara. Pas forcément, mais surtout. Surtout, oui, mais pas forcément, parce que même au niveau de la jeunesse burkinabé, peut-être qu'il y a des divergences de référence. Je dis tout simplement que nous avons une société qui a connu des hommes grands et qui, malheureusement, au fur et à mesure que l'on avance dans l'histoire, tue ses propres références, ses propres icônes, consciemment ou inconsciemment. Je parle de Thomas Sankara, mais pas que de Thomas Sankara, je parle de ses camarades, je parle de cette jeunesse-là des années 80 qui, en tout cas, a su rêver,
et a su porter grand ses responsabilités pour transformer ce pays-là. Je parle, effectivement, je le dis dans le livre d'ailleurs, on a tendance à parler de Thomas Sankara et d'oublier que Thomas Sankara, à lui seul, peut-être, n'aurait pas pu faire tout ce qu'il a fait et qu'il était entouré d'une équipe engagée, responsabilisée, d'une équipe intelligente. Il était entouré de personnes. Ils ont tous rêvé ensemble. C'est un groupe, en fait, de fous qui ont voulu tout simplement mener leurs rêves et porter leurs rêves au cœur du pays. Et ils ont impacté au-delà du Burkina Faso d'autres nations. Oui, une équipe avec à sa tête le leadership de Thomas Sankara. Je vais lire quelques passages de quelques pages de ce livre que moi, sur le sticker, j'ai noté la glorification de Thomas Sankara parce que c'est une vraie glorification. Vous dites par exemple à la page 12, en donnant au peuple confiance en l'avenir et en ses capacités, il l'a mené à rêver grand et à se considérer pleinement acteur de son devenir. Et puis, vous ajoutez, en puisant dans nos capacités endogènes pour créer une puissante synergie, Thomas Sankara a donc pu imaginer le corps du Burkina en fonction des hommes du Burkina, il a imaginé la santé du Burkina en fonction des populations du Burkina et il a imaginé l'agriculture du Burkina en fonction des besoins des populations du Burkina. En réalité, Sankara était revenu au Burkina pour faire renaître le Burkina du Burkina. Tout à fait, parce qu'en fait, à un moment donné, ces hommes et ces femmes autour de la Révolution, mais peut-être même bien avant la Révolution, les débuts de l'indépendance du Burkina Faso, c'était des jeunes personnes qui étaient arrivées à des responsabilités énormes et qui ont rêvé grand et qui ont porté ce pays. Certains ont échoué, d'autres ont réussi. Et puis après, de fil en aiguille, ils sont restés unis, soudés, même quand ils semblent être divisés, ils sont toujours ensemble et ils ont porté ce pays-là. Moi, je glorifie ce moment-là parce que tout simplement, effectivement, Thomas Sankara et ses camarades ont imaginé le développement avec beaucoup d'audace. Et le facteur atypique de leur action a donné au Burkina, en fait, une image internationale, a fait briller ce pays pauvre, mais porté par des hommes courageux, audacieux, atypique et inventif. C'est tout ça qui fait le Burkina Faso. Et c'est de ça que nous devons être fiers aujourd'hui. Et vous dites, et je continue parce que c'est extra, vous dites des paroles fortes, vous dites, auréolé d'un leadership incontestable, volontaire et convaincu, Thomas Sankara et son équipe sont parvenus en quelques années seulement à mettre le Burkina Faso sous le feu des projecteurs. Ils en ont fait le pays des prolétaires fiers, dignes et debout pour assumer leur quotidien et bâtir de leurs mains leur avenir. À cette époque, le Burkina Faso est vu comme le pays des hommes qui ont refusé la fatalité et rejeté l'inaction. Vous dites des paroles fortes, vous parlez de cette énergie que Thomas Sankara et ses amis ont dégagée. Écoutez, c'est générationnel. Moi, c'est toute ma génération. C'est nous qui ne savions pas qui nous étions au moment du règne de Thomas Sankara, qui pensons aujourd'hui, en tout cas, qu'il a fait des merveilles. Je me souviens, j'étais encore tout petit, ma mère était CDR, moi j'étais petit pionnier au relais avec quelques camarades. Et là, je parle de la conviction, de la volonté et du leadership. Trois choses fondamentales que ces personnes-là ont su habiller pour sortir le pays de là où il était. Et je dis encore une fois que ce n'est pas une science exacte. On ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Et la révolution n'a pas manqué de casser des œufs. Ça, c'est clair. Maintenant, sur la balance des réussites, si on prend la balance, c'est clair que la balance de l'honneur, de la dignité, la balance de l'aura, la balance du prestige burkinabé pèse plus que les fautes commis par ces jeunes-là à cette période-là. Alors là, maintenant, la question que je vous pose, quand on vous lit après dans la suite, on a l'impression qu'après Thomas Sankara, le Burkina Faso avait perdu son âme. Après Thomas Sankara, le Burkina n'était plus atypique. Le Burkina était un pays comme les autres. C'était devenu le Niger ou encore d'autres pays engagés tout droit dans des réglementations de l'ordre mondial. Et à partir de ce moment-là, effectivement, le Burkina luttait contre ces démons. Après un coup d'État, il fallait stabiliser, sécuriser peut-être, mais c'était plus le Burkina d'avant en tout cas. Et pareil, la fin de Thomas Sankara porte un coup sur l'image du Burkina qui a été vomi par tant de nombre d'années et il a fallu beaucoup de travail justement pour être accepté par d'autres pays après la mort de Thomas Sankara. Et là, je dis tout simplement que le Burkina a rejoint le concert des autres nations après la mort de Thomas Sankara. Il ne se dira presque plus et il va falloir attendre longtemps après. Et vous le dites si bien, Thomas Sankara avait cette puissante ambition de transformer son pays en fonction de sa culture et de son être. Et avec sa mort, c'est un élan d'espoir qui fut stoppé au milieu de sa course. Il n'y avait plus personne pour montrer le chemin. Le pays et le peuple perdaient soudain un guide
confiant et ambitieux. Le Burkina Faso ne sera plus atypique, il ne sera plus ingénieux ni inventif. Il redeviendra un pays comme les autres, dans une nation parmi les autres, dans le magma des pays nouvellement décolonisés, plongés dans le moule de l'uniformisme de l'ordre mondial. C'est pratiquement une tragédie que vous racontez là, en lisant ces lignes. La fin de Thomas Sankara est une tragédie. Aucun auteur, aucun écrivain ne narre ce passage-là sans le mettre dans le rôle du drame ou de la tragédie. C'est clair. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'international également qui le dit. Cette mort a suscité un émoi particulier à l'international et partout dans le monde entier. Je discutais avec un ancien ambassadeur du Burkina en France après la mort de Thomas Sankara et il raconte qu'il a broyé du noir pour se faire accepter en tant qu'ambassadeur dans certains cercles. Et donc, c'est pas une invention de Bilgo Lionel, c'est une tragédie, la mort de Thomas Sankara. Un élan d'espoir qui nourrissait non pas les Burkinabés seulement, mais aussi des personnes au-delà de nos frontières. Cette période sankariste a nourri des Américains dans les ghettos, a nourri des banlieusards en France, a nourri des Brésiliens dans leurs ghettos et plein d'autres pays africains. Et il faut le reconnaître. Alors, Thomas Sankara est mort, mais le Burkina Faso, lui, il vit toujours. L'histoire du Burkina ne s'arrête pas à la mort de Thomas Sankara. L'histoire du Burkina continue après la mort de Thomas Sankara. Le Burkina Faso a continué de vivre, de fonctionner. Mais comment? C'est la question qu'on pose aujourd'hui. Oui, où en est-on aujourd'hui? Tout à fait. L'histoire d'aucun pays ne s'arrête sur un homme. C'est vrai que les hommes marquent l'histoire de leur pays, mais l'histoire des pays est une continuité. Et je le dis également, le sentiment d'irremplaçabilité est une bêtise. Aucun homme n'est irremplaçable. Il vous suffit, M. Dapa, de circuler ou de déambuler dans nos cimetières pour vous en rendre compte. Et l'histoire des pays tient des hommes. C'est les hommes qui façonnent les pays. Mais en même temps qu'ils façonnent les pays, ils doivent penser aux générations futures. Ils doivent penser que sans eux et après eux, le pays continue d'avancer. Aucun pays ne s'arrête sur un homme. Le général de Gaulle a existé, et il n'est plus là. Des grands hommes l'ont remplacé, certainement. Et la France continue de vivre également. Et plein d'autres pays, on peut citer des exemples, avec qui ont connu des hommes emblématiques, continuent de vivre après la mort de ces hommes-là. Alors, on tombe dans le fond du sujet de ce livre, où vous dites que, compte tenu que tout le monde est remplaçable, il faut que l'ancienne génération, la génération que vous avez appelée la génération des années 80, pas ceux qui sont nés en 1980, mais ceux qui sont venus aux affaires en 1980, vous dites qu'il est temps que cette génération-là passe le témoin à la nouvelle génération. Ce n'est pas tout à fait ce que je dis. Je parle de la transmission et de cette transmission de la vie en général. Nous sommes tous de passage. Et ce que nous pouvons laisser, c'est l'expérience que nous avons acquise de la vie, le meilleur que nous pouvons donner à d'autres personnes, que ce soit à nos enfants ou à d'autres personnes. Et aucun homme ne peut quitter cette terre sans transmettre quelque chose, puisque le but principal de notre vie sur terre, c'est de transmettre et de léguer. Parce qu'après nous, ce qui restera, ce sont nos actes. Ce ne sont pas notre matériel, ce ne sont pas nos beaux discours. C'est ce que nous avons fait sur cette terre. Et c'est pour ça que je parle de transmission, transmettre de la valeur, transmettre de la compétence, transmettre également de l'intelligence. Et transmettre, ce n'est pas de prendre le pouvoir et de donner à une génération, c'est de préparer des générations entières à l'exercice du pouvoir, en leur donnant le meilleur de vous-même et en leur donnant la valeur de l'engagement que vous avez eu à la fleur de votre âge, quand vous étiez très jeune. Mais quand on lit des passages de ce livre, vous ne parlez pas forcément de transmission, mais vous dites que la génération 80 a pratiquement échoué et qu'il est temps maintenant que cette génération passe le relais. Mais, tout à fait. Elle a échoué dans son rôle de transmission. Parce qu'à un moment donné, eux qui ont su gouverner ce pays quand ils étaient à la fleur de leur âge, eux qui ont su prendre des responsabilités très tôt, et qui continuent aujourd'hui à être à l'opérationnel. Quand ils regardent en fait la jeunesse qu'ils ont aujourd'hui, beaucoup d'entre eux disent qu'ils sont déçus et ne savent pas quoi faire de cette jeunesse-là. Mais leur déception est un aveu de leur irresponsabilité quant à la formation de jeunes capables de les suivre. À partir de quel moment il y a eu la dépravation au Burkina Faso? À partir de quel moment le mérite n'était plus une valeur au Burkina Faso? À partir de quel moment la politique était devenue un strapontin? À partir de quel moment la gabégie? À partir de quel moment la valeur, la morale a perdu cours dans notre pays? C'est la question qu'il faut se poser. Et qui est responsable de quoi? De mon père à moi? Il est responsable de mon éducation.
Si je deviens ce que je suis, il doit tout faire pour me transformer. Et ensuite, je prends le relais. Bien entendu, il y a des parents qui ont donné le meilleur d'eux pour leurs enfants et certains enfants sont devenus des égarés. Mais dans le cas précis, le meilleur des parents, c'est de former son enfant, de lui donner les outils nécessaires, le respect d'autrui, la morale, la valeur et surtout d'être dans une posture où il sait qu'à un certain âge qu'il aura, c'est à l'enfant de prendre ces responsabilités-là. Mais quand on a un certain âge et qu'on est toujours à l'opérationnel, on perd du prestige parce que toute l'action que nous avons, le mérite que nous avons acquis et toutes les bonnes actions que nous avons posées risquent de voler en éclats lorsque nous poserons toujours des actes démesurés parce qu'on vous jugera sur vos actes actuels, pas sur les acquis passés. Alors, dans vos propos, vous avez posé une question. Vous dites qu'est-ce que l'ancienne génération a transmis à la nouvelle génération, à la jeunesse. Et à cette question, vous avez une réponse dans votre livre. Vous décrivez la jeunesse actuelle, qu'est-ce qu'on a laissé à la jeunesse, et vous dites une politique d'abrutissement de la jeunesse a été mise en place, savamment orchestrée et collectivement mise à exécution par cette classe de dirigeants qui pourtant ont été aux affaires alors qu'ils étaient très jeunes. Stériliser politiquement la jeunesse était nécessaire. Il fallait à tout prix tuer en elle l'ambition et les rêves de grandeur pour mieux préserver le gâteau. Ainsi, cette dernière était embarquée en masse dans les partis politiques pour occuper le tabouret des militants sans conviction aucune. Et telle une brouette bon marché, elle fut réduite au rang de simple instrument pour servir les meetings et les campagnes électorales au lieu de mensonges déguisés. Et vous terminez, bien entendu, les plus dociles aux partis et les plus hargneux face à l'opposition étaient récompensés par la nomination à des postes alors même qu'ils n'avaient pas le niveau ou par des marchés publics alors même qu'ils n'avaient pas les compétences pour les exécuter. C'est quand même fort et c'est un procès terrible que vous faites à la jeunesse. Bon, non, c'est pas et à la jeunesse, mais à l'ancienne génération. Ce n'est pas un procès terrible et je ne pense pas que c'est très fort. Je crois que c'est une opinion, c'est un constat que moi je fais personnellement qui n'est pas forcément une vérité. D'aucuns pourraient ne pas être d'accord, mais je constate tout simplement que cette jeunesse-là, embrigadée ou embarquée dans la chose politique, n'ont pas eu les bonnes personnes comme référentes. Ensuite, en réalité, ce n'était pas le mérite qui était mis en avant. Ils sont nombreux, ces jeunes-là, qui ont milité avec une conviction ferme, qui ont épousé les idéologies de certains partis politiques, qui ont laissé de côté leur agenda personnel pour se donner à fond dans ces partis politiques, mais qui, à l'arrivée, ont été déçus. Tout simplement parce que ce n'est pas le mérite qui est récompensé. La plupart du temps, c'est juste tout simplement l'engagement, le corps à corps. Et je parle de cette jeunesse parce que tout simplement, beaucoup d'entre eux se sont engagés dans des guerres par procuration ou dans des combats par procuration. La pensée politique, l'intelligence et la formation politique a perdu cours dans notre pays à un moment donné. Quand vous prenez les gens de la génération 80, les idéologies étaient quelque chose de fondamental, ancré en eux. Vous prenez des jeunes de certains partis aujourd'hui, j'ai fait l'expérience, vous leur demandez quelle est la ligne idéologique de votre parti, ils ne sauraient même pas vous le dire, ils ne pourraient même pas l'aligner, ils ne comprennent même pas ce que c'est qu'une idéologie. Alors, la question est donc la suivante, parce que vous demandez, je vais lire ces lignes, vous dites l'échec de la génération des dirigeants des années 80 réside dans le fait qu'ils ont trop longtemps gardé le témoin. De façon égoïste et nombriliste, ils se sont laissés convaincre qu'à part eux, nul autre Burkinabé ne pouvait mieux faire ou seulement bien faire pour son pays. Vous demandez, à travers ces lignes, c'est clair qu'il est temps pour cette génération de passer le témoin à la nouvelle génération, une nouvelle génération dont vous faites une description terrible et qui ne peut pas gérer ce pays parce que pas bien formé. Non. Moi, je dis tout simplement qu'il est temps. Si nous voulons garder encore dans ce pays-là des icônes ou des grandes personnalités, il est temps pour certains, en tout cas, je crois, d'accepter la place qui est la leur, la place de la stratégie, la place du conseil, la place du tabernacle des sages, parce que c'est là qu'on les attend. Je suis désolé, quand certains sont toujours à l'opérationnel, et qu'ils ont fait des prouesses par le passé, ils ont un passé extraordinaire de combattants et qu'aujourd'hui, ils sont insultés, ils sont traînés dans la boue parce que tout simplement, ils ont voulu, encore une fois là, rester à l'opérationnel, ministre de ci, directeur général de ça, parfois même à l'âge de la retraite. Moi, mon père est à la retraite aujourd'hui. Mais il y a des ministres qui ont dépassé l'âge de la retraite, mais qui sont toujours aujourd'hui à l'opérationnel, dans un pays où le taux de chômage est extraordinaire, où la jeunesse est hyper diplômée. Et donc, c'est pour dire tout simplement, la transmission, ce n'est pas de prendre le pouvoir et de donner à une jeunesse, c'est de penser à former des gens,
à votre image quand vous étiez jeune, nourri de valeurs et de morale, pour tout simplement vous remplacer valablement. Et d'ailleurs, s'il n'y a pas de transmission, c'est parce qu'il y a manque de confiance. C'est parce que cette génération-là n'a pas confiance aux jeunes, qui eux-mêmes n'ont pas formé, ou en tout cas qu'ils ont dépravé, et que la jeunesse aujourd'hui attend impatiemment, hagard, et se dit tout simplement qu'à un moment donné, il y aura un clash générationnel, et je crois même d'ailleurs que ça a commencé. Mais Lionel Bilogo, quand vous demandez, parce que dans votre livre, vous parlez d'une course de relais et que la jeunesse attend qu'on lui donne le bâton. Mais bon, vous êtes quand même un observateur averti des questions politiques. Vous savez que le pouvoir, on ne le donne pas. Le pouvoir, il s'arrache. Le pouvoir, il se conquiert. Non, moi je pense que ça, et je le dis dans le livre, il y a ceux qui pensent que le pouvoir s'arrache. Je pense que c'est une pensée un peu limite. On n'est pas continuellement dans la guerre. Et je ne parle pas d'une transmission de pouvoir. Retenez bien cela encore. Prenez tous les partis politiques que vous voyez ici. Vous voyez des têtes unitaires. Et vous ne voyez pas des seconds, des militants que l'on peut appeler des seconds prêts au remplacement. Ce qui est arrivé pendant l'insurrection, c'est juste un défaut de transmission. Quand le président Blaise Compaoré, malgré la grogne populaire, s'est senti le besoin de se représenter, de modifier l'article 37, parce que tout simplement ne voyait-il pas autour de lui des gens capables de le remplacer dignement, sans qu'il ne fasse grand bruit. Moi, je parle d'une impréparation. C'est-à-dire que le remplacement, ça ne se décrète pas et ça ne s'invente pas. On prépare des gens, on forme des gens capables de nous succéder ou à qui nous sommes capables de laisser la place. Attention, on ne forme pas des griots. Il ne faut pas vous attendre que les gens répètent exactement ce que vous voulez. Une fois que vous leur avez donné l'essence même de la valeur que vous estimez être juste, il faut leur permettre d'être différents que vous pour mieux faire que vous. Alors, est-ce qu'il faut passer le flambeau à une jeunesse, comme vous le dites, qui n'est pas encore formée? Alors, la question, vous allez répondre à la question tout à l'heure, mais je voudrais faire peut-être une petite démonstration, peut-être de 3 à 4 minutes. Prenons la jeunesse des années 80. Thomas Sankara et ses amis. Thomas Sankara, il prend le pouvoir très jeune. Mais Thomas Sankara, il ne prend pas le pouvoir seul. Vous savez que déjà depuis le collège, il est repéré, recruté par les partis communistes, le PAI et puis la LIPAD, qui lui donne une formation politique, idéologique. Il est cultivé, il est structuré. Quand Thomas Sankara fait le coup d'État, il était convenu avec ces partis-là qui devaient faire une transition pour leur passer le pouvoir. Mais Thomas Sankara, qui sait exactement ce qu'il veut pour le pays, refuse, garde le pouvoir et décide de mettre en avance son programme de gouvernement. 35 ans plus tard, on reprend cette même jeunesse. Dans les années, maintenant 2013-2014, avec l'insurrection populaire, des jeunes qui s'élèvent pour se dresser contre Blaise Compaoré. À l'époque, il fallait avoir du cran quand même pour se dresser contre Blaise Compaoré. Mais on sait aussi, en bas, comme ce fut le cas pour Thomas Sankara avec la LIPAD et le PAI, c'était aussi, il y avait des partis, des hommes qui étaient en bas et qui ont poussé cette jeunesse-là à se dresser contre Blaise Compaoré. Mais qu'est-ce qui se passe? Là où Thomas Sankara assume ses responsabilités, refuse de donner le pouvoir à cette ancienne génération et décide de gouverner et faire sortir un Burkina Faso nouveau, la jeunesse de 2013-2014 prend le pouvoir qu'il a arraché à une génération et le redonne à cette même génération. Elle s'est laissée manipuler, impréparée sur le plan doctrinal, idéologique, sans aucune formation. C'est-à-dire que dans un même système, on a changé d'homme, on a remis d'autres personnes. Et puis, cette jeunesse-là, est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, elle est digne de diriger ce pays? D'abord, votre comparaison est dérisoire. Parce que vous comparez deux actualités qui n'ont presque rien en commun, si ce n'est le drame. Thomas Sankara est arrivé par coup d'État. Oui. Soutenu par la LIPAD et le PAI. C'est un coup d'État. Oui. Par les armes. Là, ce qui s'est passé en 2014, même si par la suite, ça a des airs de coup d'État, au départ, c'est une insurrection. Les coups d'État ne sont plus tolérés aujourd'hui. Sinon, il y a des Thomas Sankara dans nos casernes.
Il y a des commandos. Cela aboutit au même résultat, Non, c'est-à-dire que les deux chefs d'État sont partis. Non, mais il y a deux manières de partir. Il y a une insurrection et moi je pense qu'il ne faut même pas imaginer le pouvoir aujourd'hui de nos jours dans cette espèce de dramaturgie. Il faut l'imaginer autrement, intelligemment. Et moi je suis pour la non-violence. Thomas Sankara arrive par les armes. Il gouverne d'une main de fer et il transforme en si peu de temps, par la force quasiment, les mentalités et il les met au travail. Aujourd'hui, vous avez quasiment l'ordre mondial qui refute et refuse tout coup d'État. Nous l'avons expérimenté avec le coup d'État qui a suivi pendant l'insurrection. Ça ne marche plus. D'où je dis, la course de relais, s'il y a deux cas, soit on forme des gens à qui on a confiance et on transmet le relais pour la course, mais on ne leur donne pas le pouvoir, parce qu'il faut toujours courir pour gagner. La victoire, c'est dans la course que l'on gagne. Ou soit on refuse de former les gens et donc on ne donne pas le relais. Et il y a deux cas qui se posent. Celui qui vous attend, vous êtes plus fatigué que lui, il vous bouscule. Et comparablement dans la société, c'est des coups d'État, c'est des insurrections, c'est tout ce qui est dramatique. Ou soit celui qui vous attend abandonne. C'est peut-être le cas aujourd'hui de la jeunesse. Abandonne, attend tout simplement que la mort vous emporte, peut-être. Mais il abandonne et on tombe dans un pessimisme absolu, là où l'espérance et l'espoir disparaissent. Et un peuple qui n'a pas d'espoir ou d'espérance est un peuple qui est dans le coma. Est-ce qu'aujourd'hui, le Burkina Faso n'est pas pris dans une nasse? Parce que quand on vous écoute, vous parlez d'une jeunesse impréparée, qui n'est pas formée. Et vous parlez d'une génération 80 qui est en train de partir de toutes les manières, la nature fera son œuvre. Alors, comment on dirige le Burkina? Moi, je ne dis pas que ce n'est pas un cas de figure heureux. C'est dramatique, ce qui arrive aujourd'hui dans ce pays, c'est clair. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Et il n'y a pas que moi qui le dis. D'abord, je précise une chose, Hervé Dapa. Dans le livre, je cite des gens, dans des débats ici ou ailleurs, dans les médias, qui l'avouent, qui le disent. Et des gens des générations 80 qui disent clairement que ils sont coupables, c'est de leur faute aujourd'hui si le pays est dans cette situation parce qu'ils n'ont pas suffisamment formé la jeunesse, parce que, etc. Ils le disent nommément. Et je les reprends, je les recite, je précise les dates et je donne le lieu où cela a été prononcé. Tout à fait. Et je donne les noms de ceux qui l'ont dit. Ils sont de la génération 80. Ensuite, cette situation est d'autant plus dramatique que, effectivement, on se regarde en chien de faïence. À quel moment, justement, il va falloir faire ce croisement pour permettre à la chaîne de transmission de fonctionner normalement. Les peuples qui réussissent toujours, c'est ceux qui savent dans les laboratoires fabriquer des hommes d'État, capables de porter le relais et de porter le succès. S'il ne peut plus avoir de coup d'État dans les États africains aujourd'hui, c'est qu'il va falloir imaginer d'autres types de coups d'État, des coups d'État intellectuels. Aminata Traoré parlait d'insurrection intellectuelle. Il faut des insurrections intellectuelles. Et Antonio Gramsci disait ceci. La crise, c'est quand le vieux se meurt et que le jeune refuse de naître. Nous sommes clairement dans cette crise-là. Alors, je vais vous poser une question peut-être un peu philosophique, sociologique. Vous rappelez dans votre livre la jeunesse, le jeune âge de ceux qui avaient le pouvoir et qui ont géré le pouvoir dans les années 80. Je vais citer quelques-uns. Vous dites, à 27 ans, Thomas Sankara commande le Centre national d'entraînement commando Sénèque. À 32 ans, il est secrétaire d'État à l'information dans le gouvernement du président Voltaïque Césaire-Beau. Puis, à 34 ans, il prend la tête du pays suite au coup d'État de 1983. Blaise Compaoré, lui, à 37 ans, il devient président du Burkina Faso. Roch Marc Christian Kaboré, vous dites, à l'âge de 27 ans seulement, il est nommé directeur général d'une des plus grandes banques du pays. Puis, il devient ministre du Transport à l'âge de 32 ans. Simon Compaoré, à 31 ans, il est à la tête du Crédit Agricole, à l'autorité des aménagements des vallées. Clément Sawadogo, vous dites qu'à 30 ans, il est directeur de la radiodiffusion du Burkina Faso. Femme, Juliette Bonkungu, à 33 ans, elle est à la tête du tribunal de Ouagadougou. Et puis le plus vieux, à 41 ans, Ablassé Ouedraogo est ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. Ils sont tous très jeunes. Comment ne pas comprendre qu'aujourd'hui, à ces âges-là, c'est difficile d'avoir ces postes de responsabilité-là? On les a, mais à dose homéopathique, parce qu'il y a quelques jeunes quand même, oui, il y a quelques jeunes dans le gouvernement aujourd'hui. Mais je dis tout simplement, ce que je loue ici, c'est la jeunesse frappante de cette catégorie des années 80 et leur engagement. Et ils n'ont pas démérité tous ces postes-là. C'est quand même des combattants. Et malheureusement, aujourd'hui, on ne le voit plus. Et on ne le voit plus parce que tout simplement, la politique n'a plus le même visage qu'elle avait
dans les années 80. Aujourd'hui, même aller en politique, c'est presque ternir votre image. Ça veut dire que vous courez derrière un gâteau, tout le monde vient pour manger. C'est ce mot-là que l'on entend de la bouche des jeunes. Personne ne pense au pays, personne ne pense au futur et on est dans une gouvernance à court terme. À ce rythme-là, nous sommes dans une crise profonde. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous dressez le diagnostic, vous faites des constatations, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour moi, tout simplement, il faut remettre le mérite au cœur de l'action gouvernementale. Partout, il faut remettre le mérite au cœur de la pensée, de nos actions. Ensuite, la question de l'exemplarité, la question de l'engagement et du volontarisme. C'est trois choses fondamentales. Vous voyez une jeunesse aujourd'hui qui est gouvernée par des gens qui n'ont aucune exemplarité, par des gens qui ont terni leur propre image. Quel respect vous voulez qu'on ait pour ces personnes-là? C'est normal à un moment donné que tout le monde se sente complètement dénudé. Parce que tout simplement, ceux qui sont à la tête de nos instances n'ont pas forcément le mérite qu'il faut pour y être. Et c'est tout ça qui fait qu'une société fonctionne par des références, par une exemplarité. Et vous le dites à la page 82 de votre livre, vous dites « Les mesurettes et les petits programmes à dose homéopathique ont montré leurs limites depuis qu'ils sont pratiqués. La corruption au plus haut sommet de l'État amenuise les gains du panier commun et par extension détruit tout terreau pour l'émergence d'une vraie économie. Les trafics parallèles et irréguliers tuent la petite économie locale et ce dans le silence ou avec la complicité de nos dirigeants. Dans les années 1990, sur l'insistance de partenaires techniques et financiers, le Burkina Faso a mis sur pied la commission de lutte contre la corruption qui deviendra plus tard et jusqu'à aujourd'hui l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Mais malgré la multiplication des initiatives, on ne constate aucune amélioration notable dans ce domaine, ces structures faisant souvent elles-mêmes l'objet de corruption. Les sanctions sont, elles, prises ressemblant à des pirouettes infantiles qui ne dissuadent aucunement les malfrats. C'est une pensée, c'est une opinion. Et ce qui est paradoxal, c'est que les slogans qui avaient été cités dans la rue pour demander le départ de l'ancien régime sont toujours d'actualité et de plus belle d'ailleurs. Le paradoxe est que après l'insurrection, on a connu des failles inimaginables pendant la transition ou des gestions juste après le changement du régime, juste après le départ de Blaise Compaoré, les mois qui ont suivi déjà, c'est extraordinaire. Mais c'est ça qui est paradoxal en fait. En réalité, on a lutté contre des mots, on a utilisé des mots pour faire une bataille, et ces mots deviennent aujourd'hui comme de l'eau à boire et ça n'émeut personne. Aujourd'hui, les secrets sortent, il y a eu tellement de gabégies, pendant la transition et après la transition, on attendait de voir les premiers rapports du RENLAC et de la LCE. Et patatrac, on découvre en réalité que tout ce qu'on a reproché à l'ancien régime, presque, en tout cas, on court toujours. On a fait même pire. Sous le cieux mais c'est pire, mais les rapports sont là pour le dire. C'est pire qu'avant. Et donc, ça veut dire tout simplement qu'on a fait du tout sauf Blaise, et même peut-être du n'importe quoi sauf Blaise. Mais là n'est pas la question. C'est-à-dire quelle est la réalité et la sincérité des combats que nous menons. Est-ce qu'on va s'asseoir et regarder tout ça d'un œil indifférent, ou est-ce qu'à un moment donné, il y aura un sursaut pour dire tout simplement nous sommes en train de vivre un péril sans fin. Je précise qu'il y a un des rapports de Transparency qui dit qu'au Burkina Faso, la corruption a encore augmenté ces dernières années. C'est assez grave. Vous avez fait aussi le diagnostic de l'école. C'est très important, la formation. Peut-être que c'est à partir de là que le changement pourrait venir. Comment former des hauts cadres, des cadres dignes, des cadres sincères. Et vous dites, par exemple, parlant du contenu des livres, beaucoup de Burkinabés se meuvent de voir que de nos jours, il existe encore des écoles sous paillotte. Mais peu sont ceux qui se soucient du contenu stérile, obsolète, voire nuisible, qui est instillé dans la tête de nos enfants dans les bâtiments en briques que vaut un 15% de succès à l'examen d'une classe d'un joli bâtiment face à un 100% au même examen d'une classe sous paillotte. Oui. Moi, je pense qu'on a piqué le virus de l'occidentalisation absolue. Voilà. On ne veut plus des écoles sous paillotte, on veut des écoles en briques. Tant mieux, je suis d'accord. Mais pour quelle école dans les briques?
Quel type d'école enseigne-t-on à nos enfants? Aucune transformation sociale ne se fait sans l'éducation. Tout part de là. Et moi, je pense que l'éducation, au Burkina, on l'a construit comme une usine où on a commencé à rassembler les pièces sans savoir ce qu'on fabrique à l'intérieur de cette usine. Et je pose toujours cette question. Au lieu de se demander combien % de succès voulons-nous au CEP, au BPC ou au bac, posons-nous la question à savoir quel type de Burkinabé nous voulons fabriquer au sortir de ces examens. Quel est le profil type du Burkinabé que nous voulons? On ne forme pas pour contenter l'ordre mondial ou les métiers à l'international. On forme la ressource humaine pour répondre à un besoin national, un besoin culturel, un besoin de nous-mêmes. Malheureusement, nos écoles forment des complexés par millions. Nos écoles forment des évadés psychologiques par millions. Parce qu'il y a peu de nous dans nos contenus. Et beaucoup d'ailleurs et de l'autre côté. À partir du moment où on ne peut pas changer nos contenus scolaires, à partir de ce moment-là, nous sommes foutus. Je vous raconte une anecdote très rapidement. Allez-y. Il y a de cela quelques années, 2 ans de cela, je suis appelé par un consultant français pour me rencontrer et parce qu'il voulait parler d'éducation. Et donc, il se présente en disant tout simplement qu'il a été invité pour réfléchir avec le ministère de l'Éducation comment transformer le curricula. J'ai écourté la conversation. Parce que vous, monsieur, vous ne pouvez pas venir apprendre à mon pays comment enseigner ses enfants. L'éducation, c'est comme Nana Akufo l'a dit à Emmanuel Macron, c'est la chasse gardée de toute nation. Si nous ne revisitons pas le contenu scolaire que nous donnons à nos enfants, nous fabriquons une génération d'égarés total. Nos parents, à l'époque, ils avaient l'enseignement culturel et traditionnel endogène en eux. C'était presque tous des villageois au moment des années 60. Et ils connaissaient la valeur de l'humain, de nos villages, enseignés par nos communautés locales. Ils avaient ça en eux et ils ont un prix de l'Occident. Et c'est ça qui a fait d'eux des hommes forts. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés totalement ou presque occidentalisées où on remet au second plan nos propres cultures et nos propres traditions. Donc, c'est pour dire tout simplement, on parle d'immigration économique. Mais à un moment donné, moi, je parle d'immigration psychologique. Parce que le pauvre Burkina ne peut pas se payer un Ouaga Bobo aller-retour. Pourtant, pour l'immigrer, pour aller jusqu'à la frontière, ou encore en Tunisie ou en Algérie, il y a besoin d'au moins, au minimum, 3 à 4 millions de francs CFA. Et il n'y a pas que celui-là qui cotise pour faire ce voyage-là qui veut aller en Occident. Il y a aussi ceux qui gagnent leur examen qui veulent aller en Occident. Je ne dis pas qu'il ne faut pas vouloir y aller. Mais je pense que pour intéresser les gens à leur propre pays, il faut leur donner un peu d'eux-mêmes à l'intérieur du contenu éducatif. Alors, si on revient sur votre anecdote, vous donnez cette réponse à cet occidental parce que c'est vous, Lionel Bilgo, vous n'êtes pas aux responsabilités. Quand le ministre de l'Éducation nationale d'un pays africain sera devant cet occidental, il ne peut pas lui tenir ces mêmes propos, vous le savez, parce qu'après, il faut faire le budget de l'éducation nationale et vous savez que ce sont ces mêmes pays qui financent nos écoles. Mais on ne peut pas leur parler comme on veut. Vous savez, la vie est un choix. La vie est un choix et il n'y a pas de fatalité. Si on décide que l'éducation nationale est une priorité et qu'on décide de détacher l'éducation nationale du financement international, on peut y arriver. Moi, je parle de l'audace qu'a eu ceux qui ont régné pendant les années 80. Et je reviens encore à Thomas Sankara. Pareil, il faut à un moment donné qu'on se dise qu'il n'y a pas de fatalité. Les gens veulent le changement, mais ne comprennent pas que le changement entraîne une douleur. Si vous voulez le changement réellement, il faut accepter de souffrir. Ce n'est pas une cure de jouvence, et je le dis dans le livre. La souffrance fait partie de la démarche de changement, c'est un chemin de croix. Et il faut accepter ce chemin de croix-là. Ça sera douloureux, ça sera difficile, mais nous allons y arriver. Et c'est ce langage-là que nos politiciens doivent tenir aux populations. Pas d'aller dans des meetings et dire « je vous promets de l'eau, je vous promets de la nourriture ». Non, nous nous promettons de l'eau si nous travaillons, nous nous promettons de la nourriture si nous travaillons. Et il faut dire la vérité aux populations, parce que les populations sont prêtes à l'entendre, que ça va être difficile, que ça va être douloureux. Ce qui est difficile pour eux est inacceptable. C'est ce mensonge qui est continuellement servi pour enfin tomber des nues après les élections ou encore tomber des nues après le départ de ceux qui promettent. Il n'y a aucune promesse sans adhésion. Il faut faire adhérer les populations à la transformation de nos sociétés. Alors, vous ne pouvez pas dire, et vous le savez, c'est l'un des véritables problèmes de la société aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire aux populations « apprêtez-vous à souffrir, apprêtez-vous à serrer la ceinture » quand ceux qui vous disent « desserrent les ceintures ». Parce qu'ils en ont beaucoup. Mais moi, je parle d'exemplarité. Mais c'est tout le problème ici. Vous savez, les réformes que propose le gouvernement de Roch Marc Christian Kaboré ne sont pas aussi dégueulasses que ça. Il y a des réformes courageuses. Il y a des réformes nécessaires. Il faut ces réformes-là pour ce pays.
Mais peut-être que ce n'est pas eux qui peuvent le faire. Et c'est là que vient la question de l'exemplarité, de la légitimité. Quand vous prônez une pauvreté des caisses et qu'à côté vos actions montrent le contraire, ou en tout cas on voit des cas de corruption ou de KPJ ci et là, sans sanction aucune, à un moment donné, personne ne va vouloir souffrir. On a l'impression que c'est un mirage. Et c'est ce que je vous dis, M. Dapa. Ne nous détrompons pas. La vérité est toute crue. Le pays est en difficulté et c'est clair. Quelle que soit la minorité de personnes qui affichent une opulence quelconque, cette opulence d'ailleurs est une insulte au reste de la masse, il faut reconnaître que nous sommes dans des difficultés et accepter certaines réformes. Et ces réformes seront douloureuses. Nous sommes une génération sacrifiée. Nous sommes une génération sacrifiée. Parce qu'aujourd'hui, pour un jeune, trouver un terrain est un chemin de croix. Imaginer construire une maison est une difficulté absolue. Plus la vie devient chère, plus les salaires baissent, plus la fiscalité augmente. Les entreprises naissent et meurent du jour au lendemain. Tout simplement parce qu'il n'y a peut-être pas une imagination à long terme, une vision pour créer des richesses. Et il y a des métiers qui sont délaissés parce que tout le monde veut porter des cravates et aller travailler dans des bureaux et personne ne veut cultiver. À un moment donné, c'est une nation, une société qui refuse de se regarder. Moi, j'ai un ami qui parle de laboratoire. Il faut créer des laboratoires de réflexion. Et toute l'Afrique se met aujourd'hui à réfléchir. Et heureusement, au Burkina, il y a certaines personnes qui se mettent également à réfléchir. Et c'est ça, la dose d'espoir que nous avons. Et je veux dire tout simplement que ce livre n'est pas une peinture pessimiste, en fait, de l'avenir. Au contraire, moi, j'ai espoir. L'espérance et l'espoir, je le dis, c'est ce qui m'anime. Et c'est cette espérance... Votre espoir, c'est quoi? Quand vous avez fini de dépeindre une situation aussi noire et difficile, votre espoir, c'est quoi? Qu'est-ce que les téléspectateurs, les jeunes burkinabés qui vous regardent, qui vous écoutent ce soir, doivent avoir comme espoir quand vous dites que c'est une génération sacrifiée? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Non, quand je dis que c'est une génération sacrifiée, c'est que le sacrifice ultime, c'est que nous acceptions de souffrir pour que ceux que nous avons, nos enfants, reprennent quelque chose de digne, pour que nos enfants héritent de quelque chose dont ils sont fiers. L'espoir, c'est quoi? Cette lueur d'espoir, c'est quoi? L'espoir et l'espérance, c'est que les ténèbres, il n'y a pas plus noir que les ténèbres. Nous ne pouvons pas descendre plus bas que ça. Ce sursaut-là, nous l'avons déjà. Avec le problème sécuritaire, tous les Burkinabés se sentent concernés. Aujourd'hui, on parle de réconciliation et il faut cette réconciliation-là. Et moi, je pense très sincèrement qu'il faut cette réconciliation le plus tôt possible d'ailleurs. Et c'est ça la dose d'espoir et d'espérance. C'est que vous voyez des jeunes qui refusent maintenant le diktat, des jeunes qui refusent de se taire, des jeunes qui en veulent, qui veulent travailler. Il n'y a qu'à voir les conférences que nous animons. Je suis président de l'association African Golden. Ils sont là par milliers, par centaines, à écouter et à s'abreuver. Ils en veulent encore. C'est ça l'espoir. C'est qu'il y a des gens qui attendent et qui veulent travailler. Quand on dit que la jeunesse est complètement irresponsable, c'est faux. Ils attendent tout simplement qu'on les responsabilise et de la plus belle manière. Et de travailler. 104 pages, le livre de Lionel Bulgo, Burkina Faso, du rêve à l'action. Créons demain. En tout cas, vous le disiez dans quelques pages de ce livre que le tabernacle des sages est vide. Et il faut le reconnaître. Nous avons très souvent des difficultés pour recevoir des hommes et des femmes qui pourtant devraient venir de ces tabernacles-là pour se prononcer sur des questions sensibles, sur des questions difficiles, éclairer la lanterne de la population, mais qui refusent de venir parce qu'à 70 ans, 80, ils espèrent encore à des postes de nomination et ils ont peur de froisser quelques susceptibilités. En tout cas, vous avez le courage de vos opinions, vous avez le courage de vos pensées et vous prenez le risque à un jeune âge, de venir le dire, parfois en froissant certaines personnes. Vous me connaissez, Lionel Bulgo, je ne suis pas de ceux qui cirent le pompe. Si je le dis, c'est que c'est ce que je pense. Vous avez le courage et le mérite de le dire. Et nous espérons que cela va faire boule de neige. Lionel Bulgo, Burkina Faso, du rêve à l'action, créons demain. 54 pages. On le trouve où déjà? Le livre est dans toutes les librairies et dans quelques stations Total, librairie Livre et Loisirs, Mercury, librairie Jeunesse d'Afrique, Diakfa. Le prix? 5 000 francs CFA. Et Evry, vous me permettrez, je voulais demander pardon à tous ceux qui se sentiront froissés par mes propos et par ce livre. Ce n'est pas mon intention et je le dis clairement, ce n'est ni pour plaire ni pour déplaire, c'est juste une opinion que je partage. Et c'est la fin de cette émission. Merci d'être venu, Lionel Bulgo. Mesdames et messieurs, nous espérons que vous avez pris grand plaisir à écouter Lionel Bulgo. 5 000 francs CFA dans toutes les librairies. Burkina Faso, du rêve à l'action. C'est un livre très facile à lire, 104 pages seulement. Merci de nous avoir suivis. On vous retrouve d'autres jours, en d'autres occasions. Merci et bon début de semaine.